Philippe David, Cécile de Ménibus. Mesdames et messieurs, la reine. Bonsoir, votre majesté. Merci. Oui, bonjour. Comment ça va? Comment allez-vous? Bon, je dois dire qu'il y a eu un coup d'état à Sud Radio. Puisque c'était Aude qui avait gagné la fève et Cécile de Ménibus. Alors que c'est interdit. Elle sait, Aude, que c'est interdit. Elle sait quand il y a une galette des rois, il me faut la fève. Moi, quand j'étais petite, la maman mettait des fèves à toutes les parts. Bah, c'est une très bonne idée. Et je prenais toute la galette. Alors que moi, j'aurais mangé toutes les parts. Bah, c'est ce que j'ai fait. Mais pourtant, vous avez la ligne. Non, je les ai levées et je les ai prises. Non, bien entendu, je vais rendre cette belle couronne méritée Aude, bien entendu. Qu'on appellera Sa Majesté désormais au standard. Son Altesse Sérénissime. Voilà. En tout cas, on est très heureux de vous accueillir pour ce vendredi. On espère que tout va bien. Avec nous aujourd'hui, Philippe Bilger. Bonsoir, Philippe Bilger. Je suis admiratif, ma chère Cécile. Je vous connaissais beaucoup de dons. Ouais. Mais d'avoir fait découvrir des massages de Boulogne-Billancourt à Philippe David, que j'ai connu dans les messages thaïlandais, c'est un instant. Je n'ai que massé Philippe David parce qu'il avait des problèmes de dos. Je me suis fait mal au deltoïde tout à l'heure et alors Philippe Bilger a commencé à me chatouiller, ce qui n'était pas terrible, alors Philippe que Cécile... David a un muscle magnifique. C'est énorme, je pensais qu'il n'y avait que du gras. Ces deltoïdes sont fabuleux. Ah oui, c'est dingue. C'est fou. Bon, ça n'intéresse personne, les amis. Philippe David à poil, c'est tout même. Il a complètement lâché la robe, Philippe Bilger. Notre ami René Chiche, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, rédacteur en chef du groupe Entreprendre. Bonsoir, René Chiche. Bonsoir. Quoi? C'est fini Entreprendre, vous savez. C'est pas grave. On est où maintenant? C'est pas grave. Je suis quelque part, je vous le dirai après. Ah oui, d'accord. Mais c'est vrai, j'ai lu bêtement, vous avez raison. Bah oui, voilà. Bah d'ailleurs, bonne année. Bonne année. Bonne année, votre majesté, votre altesse. Sérénissime. Oui, enfin bref, c'est pas grave. Les amis, en tout cas, ce numéro de téléphone, le 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 19h. Et on va revenir dans ce grand débat sur l'Iran qui est au bord de l'implosion. La population est dans la rue, dans la quasi-totalité du pays, avec au moins 45 manifestants, dont 8 mineurs ont été tués depuis le début de la mobilisation fin décembre. Et Donald Trump a menacé hier de frapper très fort l'Iran et les autorités qui commencent à tuer des manifestations. Et on vous pose cette question. Donald Trump a-t-il raison de vouloir intervenir en Iran? Eh bien, vous dites oui à 64%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et moi, je le dis, ce régime est un régime qui terrorise sa population, qui a fait couler le sang outre en Iran dans de nombreux pays, y compris en France. Et le plus vite il sera renversé, le mieux ce sera. Et puis, après les attaques de la Poste, de Free, de SFR, du ministère de l'Intérieur, un jeune homme de 18 ans vient d'être interpellé dans l'enquête sur le piratage de la Fédération française de tir et des attaques qui se multiplient quasi tous les jours aujourd'hui. Et on vous pose cette question. La France est-elle désarmée face aux hackers? Vous dites oui à 94%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Moi, je crois qu'elle est désarmée et surtout qu'il faut qu'elle change son arsenal répressif avec des condamnations beaucoup plus dures vis-à-vis des hackers. Mais quand je dis dur, c'est très dur. Faut aller les chercher maintenant. Oui, mais quand on les a, même s'ils ont 18 ans, vous les envoyez 30 ans sans remise de peine, je peux vous dire qu'ils vont se calmer. Quand ils sortiront à 48, ils seront beaucoup plus calmes. Oh, dis donc, il est remonté comme une baraque à frites, lui. Je suis content de vous revoir. Quand il a mal, il est hargneux. Allez, soyez les bienvenus. Il mord. En fait, c'est les deltoïdes qui lui font cet effet. C'est ça. Il faudrait peut-être lui remettre un peu plus souvent. Venez me masser. Soyez les bienvenus. Tout de suite, le grand débat du jour. 7e jour de manifestation contre le coût de la vie dans les rues de Téhéran. Une nouvelle fois, la police utilise du gaz lacrymogène pour disperser la foule. S'adressant ce dimanche aux journalistes à bord d'Air Force One, Donald Trump a une nouvelle fois brandi la menace d'une intervention militaire américaine dans le pays. Écoutez, nous suivons la situation de très près. S'ils recommencent à tuer des gens comme ils l'ont fait par le passé, je pense qu'ils vont être très durement frappés par les États-Unis. Les vraies voix Sud Radio. Et dans un discours diffusé ce vendredi à la télévision, l'ayatollah a réaffirmé la fermeté du régime iranien face aux manifestations qui secouent la République islamique. 0826 300 300, c'est Emmanuel qui est avec nous. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir Cécile. Bienvenue. Avec grand plaisir, bienvenue sur Sud Radio. Votre avis sur cette question, Donald Trump a-t-il raison de vouloir intervenir en Iran? Et oui, c'est là toute la question. Donald Trump va-t-il aller masser le bas du dos des mollahs? J'ai du mal à le croire.
Eh bien, si, moi je pense que c'est ce qu'il va faire. Alors, le problème, c'est qu'il n'a pas de porte-avions disponible actuellement dans le Golfe Persique. Il a 3, si j'ai bien vu, compris, 3 destroyers lance-missiles. Enfin, de quoi éventuellement envoyer une puissante salve sur un certain nombre de sites de base des gardiens de la Révolution ou à Ispahan du côté du centre de traitement de recherche nucléaire plutôt. Je crois qu'il va vouloir les mettre en garde sur ce plan-là. Il va vouloir leur dire, attendez, n'imaginez même pas une seconde d'utiliser vos missiles pour faire un chantage nucléaire. Je crois que ça peut tenter les mollas, donc il va faire ça. Donc, quant à envahir le pays, il n'en est pas question. Il y a un précédent historique un peu fâcheux, qui était le raid sur Tabas en 1980, qui avait échoué assez lamentablement. C'était Carter aussi, Jimmy, il n'était pas très fort, qui avait lancé le truc. Donc je pense que Trump va probablement faire une opération, genre opération coup de poing, commando, un truc spectaculaire, pour faire peur aux mollahs et qu'ils finissent de boucler leur valise. Alors, moi je crois que c'est très intéressant ce que dit notre ami Emmanuel. Bon, alors je n'étais pas au courant, ils n'ont pas de porte-avions peut-être en ce moment même dans le Golfe Persique, mais les Américains ont 11 porte-avions de mémoire, je crois même qu'il y en a un 12e en construction, donc ils peuvent toujours envoyer du monde, et surtout ils ont une base aérienne énorme qui est à Diego Garcia, une île de l'océan Indien, où ils peuvent frapper n'importe quel point du Proche et du Moyen-Orient. Alors je suis entièrement d'accord avec vous. Pour le précédent irakien, je ne les vois pas envoyer des troupes au sol, parce qu'envoyer des troupes au sol, surtout en combat urbain, vous avez des pertes massives. En revanche, vous reparliez du raid de Tabas qui avait été un fiasco, mais là je dois dire que c'est vrai qu'envoyer dans le désert des hélicoptères qui n'avaient pas de fil traçable et qui ont donc... c'est ce qui s'est passé, et que donc une partie s'est écrasée, là c'est sûr qu'il fallait quand même l'imaginer. Mais c'était Carter, vous l'aviez dit à l'époque, mais je pense que c'est pas au président de vérifier les filtres des hélicoptères, c'est plutôt aux militaires de le faire parce que c'est leur métier. Philippe Bilger. Bougez pas Emmanuel, restez avec nous. Là, on aborde un sujet évidemment tragique. À intervalles réguliers, on voit de puissantes manifestations d'opposition se dérouler en Iran, et à chaque fois, on a eu un espoir sérieux de voir ce régime odieux disparaître. D'ailleurs, il prépare éventuellement déjà sa fuite en Russie, puisque le guide suprême a organisé tout ça. Mais plus sérieusement, je pense que Donald Trump correspondra à ce que désirent profondément les républicains aujourd'hui, qui préfèrent en effet des interventions rapides, ponctuelles, efficaces, comme au Venezuela, plutôt que des guerres durable, puisque comme ça il respectera sa promesse de ne pas s'enliser dans des guerres. Et je pense qu'il a raison d'avoir dit, si l'Iran tue, j'interviendrai. Il trouvera bien le moyen d'intervenir, mais je crois beaucoup à son envie frénétique de régler le problème iranien par une méthode qu'il aura choisie. René Chichon vous entendra dans quelques instants. Vous bougez pas, 0826 300 300 si vous voulez donner votre avis justement sur l'Iran au bord de l'implosion et ce qu'a annoncé en tout cas Donald Trump. Vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Voilà, site d'information culturelle. Comment ça se passe ? Ça se passe très bien, ça se passe très très bien. Vous voyez, je suis en pleine forme, physiquement, moralement. Idée Books. Oui, mais IDES. Non, idée comme les lettres. Je craignais que vous étiez crédité comme les deux rapidement. India, Delta, Bravo. Comme les deux lettres. Donc on continue l'émission sur moi, éventuellement si vous voulez. On continue sur vous avec non pas du tout sur Donald Trump qui a réitéré sa promesse de frapper l'Iran si les manifestants étaient tués, et ce qui est le cas, René Chiche. Donc tout à l'heure je voulais vous donner la parole. Alors moi je ne crois pas du tout à une intervention militaire des USA sur l'Iran, parce qu'intervenir en Iran c'est quand même autre chose qu'intervenir au Venezuela. En plus, je pense que si une intervention militaire, mais alors je parle vraiment de forces spéciales qui interviendraient sur le sol iranien, vous voyez, ou de l'armée américaine qui interviendrait sur le sol iranien, je crois que ça décrédibiliserait
l'opposition iranienne, parce que ça ferait vraiment renversement de régime par un État étranger, en l'occurrence Trump. Et moi, je ne crois pas du tout à ça. Je crois qu'il faut malheureusement, même si bien sûr il doit y avoir des opérations d'infiltration, vous savez, de la CIA, voire même du Mossad en Iran actuellement, qui doit un petit peu quand même aider et conseiller les manifestants. Mais je ne pense pas que c'est l'intérêt des USA d'intervenir réellement comme ils l'ont fait récemment au Venezuela. Parce qu'encore une fois, d'abord, en termes de droit international, même si bien sûr l'Iran est un régime à bannir sans aucun problème, mais en termes de droit international, actuellement, intervenir militairement après le Venezuela en Iran, non. Maintenant, effectivement, on peut avoir des manœuvres d'infiltration, de télé. Mais maintenant, je termine là-dessus. Est-ce que ce régime va quand même tomber en dépit des manifestations? Vous savez, moi, ce régime iranien, il me fait penser un peu au régime chinois ou même au régime russe de Poutine, voire même à la Corée du Nord, c'est-à-dire des régimes qui sont odieux, qui bafouent les droits de l'homme, mais qui tiennent parce que leur appareil sécuritaire, militaire, qui n'hésite pas à tuer férocement les opposants, tient toujours. Alors, ça fait 47 ans que ça dure, même si les manifestations sont très importantes, paraît-il actuellement. Moi, je suis pas sur place, mais semble-t-il. Je ne sais pas. Mais bon, moi, je ne crois pas à une intervention militaire parce que c'est quand même la question, est-ce qu'il doit intervenir? Il doit intervenir, mais pas de manière militaire. De manière, vous voyez, un petit peu plus, je dirais... voilà. Alors, ce qui est étonnant, pardon, je veux juste rappeler quelque chose, que suite à la déclaration de Donald Trump, ça a quand même créé du remous en cascade, puisque la chef de la diplomatie de l'Union européenne a dénoncé la violence contre les manifestations en Iran assez récemment. Donc ça a débouché finalement l'ONU qui réclame une enquête indépendante sur les morts lors de la manifestation. Donc j'ai l'impression quand même, sauf erreur de ma part, que la parole de Trump a déclenché quelque chose aussi. Mais ma chère Cécile, vous me permettez de dire que sur les deux points essentiels développés par notre ami René, je suis en désaccord. Oui. Sur le premier, je pense l'inverse. Je pense qu'à l'heure actuelle, sans dire qu'il y a forcément une identité entre le Venezuela et l'Iran, Donald Trump se trouve dans une conjoncture où on comprendrait absolument son intervention en Iran à partir du moment où le régime, de manière presque unanime, est perçu comme odieux par beaucoup plus de gens qu'au Venezuela. Deuxième élément, c'est le fait que vous le comparez à la Corée du Nord et à la Chine. Ça n'est pas, me semble-t-il, ça n'est pas exact. Voilà des dirigeants, je l'évoquais tout à l'heure, le guide suprême qui se sent tellement fragile en réalité qu'il a préparé ça, mon cher Philippe, pour le guide suprême, il paraît que c'est une rumeur. Il paraît que c'est pas du tout vérifié. Non, il paraît qu'il y a des autres dignitaires qui préparent, mais pas le... Pour l'intervention, bien sûr une intervention, mais moi je parle de la forme de l'intervention. Si c'est une intervention militaire avec des forces... D'ailleurs, vous imaginez l'infrastructure que ça demande d'intervenir en Iran? Vous réagissez comme vous voulez. J'ai mon point de vue. Allez-y. Bien sûr. Alors, première chose, demander aux Vénézuéliens s'ils sont contents ou pas que Trump ait employé la force pour chasser Maduro. Ils vous diront tous oui. Deuxièmement, est-ce que les Iraniens aujourd'hui verraient mal que Trump emploie la force pour en finir avec les mollahs? Certainement pas. Ils le remercieraient chaleureusement. Donc ça, c'est quand même, on voit le point de vue des Iraniens ou des populations concernées est quand même assez important. Deuxièmement, c'est une opportunité extraordinaire pour Trump. Il chasse Maduro du Venezuela, il chasse les mollahs d'Iran, mais c'est un triomphe. C'est extraordinaire. Et sans compter que, à l'issue de tout ça, il a affaibli quelqu'un qui ne veut pas arrêter de faire la guerre et qui s'appelle Vladimir Poutine, qui va se retrouver bien embêté d'un seul coup que les Iraniens ne lui fournissent plus le Shahed 129 avec lesquels il n'arrête pas de bombarder les Ukrainiens. Voilà. Donc il a tout à gagner, Trump, et moi je pense qu'il va faire ce qu'il faut. Eh bien, merci. En tout cas, ce sera le mot de la fin, Emmanuel. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Et même dans cette séquence où c'est « Et si vous étiez ministre ?» Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. On peut devenir avocat général dans ces cas-là. Vous avez une piètre opinion. Méchanceté, mais c'est fou. Je vous ai dit, quand il a mal, il est méchant. C'est fou. Mais en même temps, il est brillant. Ouais, vive les deltoïdes. Et c'est Dominique de Créteil qui est avec nous. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir.
Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Fraîchement nommé Dominique de Créteil, si vous étiez ministre de l'Agriculture, puisque vous l'êtes depuis quelques secondes, votre première proposition serait laquelle ? Ah bon, déjà, je ne signerai pas le Mercosur, ça c'est certain. Hein. D'accord. Alors, soutien à vos agriculteurs, ce sont des gens extrêmement courageux, métier difficile, les produits en général sont excellents, je vois pourquoi j'irai chercher au bout du monde. J'appelle ça de l'escroquerie, moi, hein. Des produits nettement moins bons et développer la malbouffe sur notre sol, c'est-à-dire les McDo ou autres. Bon, l'empreinte carbone, en plus, on parle. On va dire les fast-food pour ne pas citer d'enseigne. Pardon ? On va dire les fast-food pour ne pas citer d'enseigne. Ouais, d'accord. Bon, je retire ce que j'ai. Pas de souci. Bon. Et puis donc, je donnerai plus d'aide aux agriculteurs, quoi, et moins d'entraves financières, françaises. Les entraves sur la production française, ils sont emmerdés, ces gens-là, les pauvres. Et enfin, je vais vous parler de quelque chose qui me tient aussi à cœur, c'est que l'on a besoin d'eux pour entretenir les campagnes, la montagne, nos paysages, qui deviendraient des ronciers. Parce que moi, nos rivières. Voilà, les rivières, je vais à la pêche, et je connais un ruisseau, il est inaccessible, c'est devenu la forêt vierge. Il n'y a plus de vaches, il n'y a plus de moutons, c'est fini, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, ce sont des gens bien, il faut les soutenir. En tout cas, ça c'est un vrai ministre de l'Agriculture qui aime vraiment les agriculteurs, Philippe Bilger. Oui, et c'est la base en réalité. Un grand ministre, c'est d'abord un ministre qui aime les gens dont il a la charge. Je pense à certains ministres qui ont été catastrophiques parce qu'ils détestaient profondément les gens dont ils devaient s'occuper. Aimer les paysans, choyer les agriculteurs, leur donner de l'argent, de la considération. Voilà un grand ministre qui l'est déjà, ma chère Cécile. Écoutez, monsieur le ministre, je vous félicite pour votre déclaration qui m'a touché en plein cœur, parce que la France, c'est vrai, la France, c'est quand même un pays d'agriculture au départ. Oui. C'est sa tradition. Par exemple, l'Allemagne, c'est plutôt un pays de l'industrie. Absolument. L'Angleterre, on dirait que c'est un peu la finance. Oui. Le Pays-Bas, c'est un peu les marchands, les commerces. La France, c'est le terroir. Et moi, qui ne suis pas du tout issu de la campagne, même si j'aime ça, bah écoutez, son discours, si ce monsieur remplaçait Madame Genevard, je pense que les agriculteurs se sentiraient peut-être plus protégés, plus aimés. Moi, je vote pour ce ministre. Je trouve qu'il a totalement raison. On avait l'autre soir, quand on parlait des agriculteurs, un agriculteur qui nous disait lors de la 3e heure qu'ils sont regardés par satellite toutes les semaines pour voir s'ils n'auraient pas fait pousser 50 cm ou 1 mètre de plus de vignes ou de céréales pour pas prendre d'amende, etc. C'est complètement fou. Ils sont fliqués. Mais il n'y a pas d'autre mot. Moi, je pense qu'il serait peut-être mieux de fliquer les bateaux des narcos et les go-fast que les agriculteurs, non ? Oui, vous voulez dire les champs de... C'est ça, les champs de cocaïne, de canne. Même s'ils sont pas en France, là, il y a peut-être d'autres choses à faire, quoi. En tout cas, monsieur le ministre, merci beaucoup. On vous souhaite une belle année au ministère de l'Agriculture et puis que ça dure le plus longtemps possible. J'espère que ça va s'arranger pour eux. Merci. On l'espère merci aussi. En tout cas, merci de nous avoir appris. C'était très cool de vous avoir. Dans un instant, seul contre tous, Philippe David. Des peines de prison avec sursis requéries contre des personnes qui en ont aidé d'autres requises, contre des personnes qui ont aidé d'autres personnes à mourir. Et moi, je crois qu'il faut absolument faire une loi le plus rapidement possible. Philippe Bilger. Moi, je vais parler de Poutine. Impossible de négocier avec un homme comme ça. Allez, on en parle dans un instant. Tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et autour de cette table, Philippe David, bien entendu, mon co-animateur préféré, avec Philippe Bilger, bien entendu, l'un de mes préférés aussi, sachons-le. René Chiche. Bien entendu. Bien entendu. Merci. Mais j'ai pas dit mon préféré, j'ai juste dit bien entendu. Ça je sais que je suis pas votre préféré. Pas besoin de le rajouter. Si. Rédacteur en chef adjoint du site idbooks.com. Un site d'information culturelle, entre autres. Entre autres, voilà, que vous dirigez avec brio. Oui. Adjoint. Mais avec brio quand même. Brio. Enfin, brio, c'est pas le directeur. Non, c'est pas ça. C'est un Italien entendu là. Parce que moi j'ai dit avec qui. Brio, c'était un joueur italien à l'époque à la Juventus. On perd du temps sur le. C'est vrai. Allez, tout de suite, seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio. Seul contre tous. Et c'est Philippe Bilger qui va être seul contre tous. Alors je vais développer l'idée à laquelle je crois profondément que Vladimir Poutine est un homme avec lequel on ne peut pas réellement négocier.
Il a envahi l'Ukraine et il a réussi dès le début à faire croire qu'il était non pas un coupable mais une victime. Et cette idée a été renforcée de plus en plus par le fait que Donald Trump, par une complicité délétère, était tout prêt à tout céder à Vladimir Poutine si l'Europe insufflée par Emmanuel Macron n'avait pas manifesté un tout petit peu de résistance. Et donc je crois que Vladimir Poutine est un homme tellement étrange dans l'univers diplomatique classique, persuadé qu'il a raison, qu'il ne doit pas bouger d'un iota, qu'en définitive, les diplomates sérieux, graves, pontifiants, prêts à tous les compromis, auront forcément tort devant lui, parce que lui, il n'a aucun scrupule à être d'un cynisme absolu et d'un mensonge total. Alors, je ne vais pas être d'accord avec Philippe Bilger, parce que, alors, si, sur le diagnostic, je suis d'accord, mais malheureusement, si on parle uniquement avec les hommes politiques qui ne sont pas des menteurs, on ne parle plus avec personne. Permettez-moi de vous le rappeler, parce que... Alors, vous parlez avec qui? Non. Alors, ben voilà, vous avez pas d'exemple. Parce que moi, je vais vous prendre des exemples de chefs d'État démocratiques qui ont été des gros menteurs et ça a fait couler des hectolitres de sang. Quand George W. Bush disait qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak, c'était un mensonge total. Quand le général de Gaulle, vous voyez, je prends un bien français, va le 4 juin 58 à Alger dire « je vous ai compris » et après, le jour même ou le lendemain à Mostaganem, moi, président, jamais le drapeau du FLN ne flottera sur l'Algérie, alors qu'il sait parfaitement qu'il va donner l'indépendance à l'Algérie, c'est aussi du mensonge. Et pourtant, ce sont deux chefs d'État démocratiquement élus et qui ont respecté la démocratie dans leur pays. Ce sont des mensonges qui n'ont rien à voir avec le mensonge structurel d'un dictateur qui envahit un pays. Ah mais excusez-moi, Bush, c'était un démocrate qui a menti structurellement pour envahir un pays. Mais bien sûr. Mais donc, vous discutez plus avec personne. Vous restez chez vous. Oui. Mais est-ce que vous pensez pas, mon cher Philippe, que si Poutine se sent si fort, c'est qu'il a en face de non seulement une Europe qui est un peu faible, qui n'a pas vraiment réussi, qui est un peu faible face à lui, et aussi un Donald Trump qui a totalement joué sur tous les tableaux depuis le début de son accession à la Maison-Blanche et de ses éventuelles négociations avec Poutine. Une fois, il est plutôt pro-Poutine, une fois, il est pro-Zelensky. Donc tout ça donne quand même des armes à Poutine qui en profite et qui gagne du temps. Donc je pense que c'est aussi l'un des problèmes, c'est qu'en face de lui, il n'a pas des négociateurs aussi, alors effectivement, aussi durs et cyniques que lui. Non. Je pense que c'est une raison. Les mensonges des chefs d'État, oui, je suis d'accord avec vous aussi, Philippe. Oui, mais tous sont des menteurs parce que c'est leur métier. Alors, mais vous ne pensez pas que le camp d'en face est faible ? Le camp d'en face est faible, bien sûr aussi. Avec lucidité, vous pointez quelque chose qui est très exact. La faiblesse du camp d'en face, mais il n'empêche que dès l'origine, le camp occidental a commis une grave erreur parce qu'il n'a pas discuté la pétition de principe de Poutine qui disait qu'en réalité, il était la victime et non pas l'agresseur. Quant à votre argumentation, pardon de le dire, toujours extrêmement intéressante, mais qui à chaque fois est la même. Non, les faits sont têtus, comme disait Lénine, excusez-moi. Je m'en moque pas du tout, mais vous venez prendre toujours un exemple en disant, à partir du moment où il y a un scandale absolu, vous dites, mais il y a eu des petits scandales relatifs. Excusez-moi, la guerre d'Irak, c'est 1 million de morts. Le petit scandale, c'est quand même un gros scandale, non ? Mais ça n'est pas comparable au cynisme absolu d'un Poutine. Mais le cynisme est le même des deux côtés. Le cynisme fait partie de la politique. Mais bien sûr que oui, le cynisme fait partie. Vous êtes capable de hiérarchiser entre un Philippe David brillant et un Philippe David qui s'abandonnerait mécaniquement à des calembours il y a une heure. Pourtant c'est le même. Mais le cynisme fait partie de la politique. On va pas. Je vais vous prendre quelques exemples. En 14, je veux pas être trop technique. En 14,
14 quand l'Allemagne déclare la guerre à la France. On est trop con, c'est ça? Non, mais pas du tout. Non, mais le président du Conseil, René Viviani, est contre la guerre parce qu'il sait que ça va être une boucherie. Mais le peuple français est pour la guerre parce qu'il veut récupérer l'Alsace-Lorraine et qu'il a été endoctriné pour ça. Vous pouvez me dire le rapport. Oui, mais c'est vrai. Mais parce que ça veut dire que parfois... Votre raisonnement est absurde. C'est que parfois... Non, mais on comprend rien, là. Vous comparez la politique et ses obligations avec des mensonges absolus d'un dictateur. Mais c'est parce que parfois la politique vous oblige à manger même pas votre chapeau, mais l'usine de chapeaux. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Je vous reciterai pas Édouard Herriot parce que je l'ai cité 25 fois. La politique c'est comme l'andouillette, vous voyez ce que je veux dire? Ça vous gêne jamais. Mais c'est la stricte réalité. La politique, ce ne sont que des rapports de force, ce n'est que du cynisme. Et surtout la politique internationale, ce n'est que ça. Que ça. Et ça a été que ça dans toute l'histoire. Une minute. Okay. Non, il reste une minute. Ça correspond à ce que je dis. Non, mais ce que correspond à ce que je dis. Actuellement, c'est Poutine qui est le plus fort dans ce rapport de force. Oui, mais si, c'est lui qui mène la faiblesse de votre argumentation, Philippe, c'est que vous ne parvenez, à mon avis, c'est que vous ne parvenez pas à comprendre que dans la classe politique internationale, il y a des êtres qui sortent totalement de l'épure et d'autres qui relèvent de la politique classique. Vous vous obstinez à nous donner des exemples qu'on connaît aussi bien que vous, comme l'a rappelé Cécile, mais qui n'ont aucun rapport avec le sujet. Non, parce que vous voulez pas voir le rapport. Allez. Vous connaissez qu'un type de rapport. Et vous laissez comme, en l'état? Oh oui, il n'y a pas de problème. Ah d'accord, ok. Vous savez, je me vengerai. Justement, ça va être votre tour de vous venger. Allez, Philippe David, seul contre tous. Jusqu'à 10 mois de prison avec sursis contre les militants de l'aide à mourir. Ses adhérents d'Ultime Liberté, association, réclament la légalisation du suicide assisté. Écoutez Claudie Uri, fondatrice d'Ultime Liberté. On n'est pas des délinquants, on n'a tué personne, on a simplement aidé, on a fait un geste d'humanité. Alors, c'est un sujet douloureux dont je pense qu'il aurait dû être réglé depuis belle lurette. C'est la fin de vie par le suicide assisté et l'euthanasie. Alors, ce sont des personnes pour qui a été requis, vous l'avez rappelé Cécile, de 3 à 18 mois avec sursis. Ils ont été aidés des personnes en fin de vie à partir. Moi, je crois que dans ce cas de figure, parfois, cela relève de l'humanité. Alors, je vais pas raconter de ma vie, mais dans ma famille, j'ai une personne qui a été euthanasiée, une personne que j'aimais beaucoup, parce qu'elle était à la dose maximale de morphine avec un cancer généralisé et qu'elle se tenait au barreau du lit de l'hôpital en hurlant de douleur. Et un médecin compatissant l'a aidé à partir. Et je ne le connais pas, ce médecin, je lui serai éternellement reconnaissant d'avoir abrégé ses souffrances. Et je ne comprends pas, alors qu'on est sur un projet de loi ou une proposition de loi ou je sais pas quoi, qu'on n'ait pas été capable de mettre la chose sur la table pour en parler. Et je me rappelle qu'il y a un an, pour ses vœux, Emmanuel Macron avait promis un référendum pour 2025. Bon, mais c'est vrai que les promesses d'Emmanuel Macron, on ne peut jamais les croire, puisque comme disent les Anglais qui ne manquent pas d'humour, il ment tellement qu'on ne pourrait pas croire le contraire de ce qu'il raconte. S'il y avait vraiment un référendum à faire aujourd'hui, c'est sur la fin de vie et le suicide assisté. Donc vous êtes contre le fait d'avoir requis 10 mois de prison avec sursis? Absolument, okay. Parce que je pense que c'est la loi, d'accord, mais la loi, on devrait avoir une loi qui empêche que des gens fassent ça en douce. Est-ce que je peux juste poser une petite question parce que je connais pas vraiment cette information. Excusez-moi, Philippe, ce sont les personnes qui ont été condamnées, qui ont elles-mêmes... Non, c'est requis, c'est pas condamné. Elles ont permis à ce que ces gens qui ont souhaité mourir d'aller chercher des médicaments à l'étranger. Voilà. D'accord, ok. Sans passer par un médecin, etc. En ce qui me concerne, je suis absolument favorable aux réquisitions qui ont été prises contre ces personnes parce qu'encore une fois, et je comprends la compassion que vous éprouvez pour un certain nombre de situations dramatiques qu'on ne voudrait pas vivre. Mais on ne peut pas permettre à des citoyens d'introduire par une sorte de miséricorde que je peux comprendre des données qui portent atteinte à un équilibre général qui revient à sacrifier des vies sans qu'on ait le droit de le faire. Ça me paraît extrêmement grave de
de faciliter des destructions d'existence, alors que profondément notre société a pour vocation de maintenir la vie et les médecins avec elle. Alors, oui, je suis d'accord avec Philippe, c'est pour ça, cher Philippe David, non, c'est pour ça que je demandais d'éclaircir, parce que je ne connaissais pas l'information. Effectivement, si ce sont des personnes comme ça, elles-mêmes, qui vont donner la mort à quelqu'un et qui effectivement est dans une situation terrible, et j'en ai connu une moi aussi, eh bien non, ça peut pas être autorisé, parce que là c'est vraiment la porte ouverte à tellement de possibilités que c'est impossible. Et en plus c'est la loi. Attendez, est-ce qu'on respecte la loi ou pas aussi en France? C'est interdit par la loi. On est d'accord que c'est interdit par la loi. On est d'accord que c'est interdit par la loi, mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une loi. Enfin, et moi, oui, mais je suis d'accord avec vous. Ces gens-là n'auraient pas eu besoin de faire ça s'il y avait eu une loi. Mais bien sûr. Non, mais justement, on n'est pas obligé de tuer s'il y a une loi qui le permet. Excusez-moi, mais quand la souffrance est devenue insupportable, quand la souffrance est devenue insupportable, qu'elle soit morale ou qu'elle soit physique, je crois que c'est un devoir d'humanité. Non. Écoutez, là, on n'est pas d'accord. Et je pense que ce thème doit être traité par référendum. Vous avez connu ça, je crois. Mais moi aussi. Je l'ai connu doublement. Moi aussi, une personne très très proche de ma famille. Mais jamais je n'aurais eu l'idée. Jamais je n'aurais eu l'idée d'aller chercher des barbituriques ou je ne sais quoi pour mettre fin à ces jours. Parce que d'abord, je ne sentais pas du tout le droit de le faire. Et je trouve que c'est un acte tellement... Même à sa demande. Comment ? Même à sa demande. Mais maintenant, je vous assure, c'est même à sa demande. Même à sa demande. Puis en plus, soit on est légaliste, soit on respecte la loi. Et je suis tout à fait d'accord par contre avec vous là-dessus. Bien sûr qu'il faut une loi. Mais au jour d'aujourd'hui, cette loi n'existe pas. Donc on ne peut pas le permettre. Heureusement qu'on cogitait dessus depuis des mois. Et la loi, si on discutait de ça, moi je serais contre. Mais bon, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Allez, vous restez avec nous. Merci en tout cas, messieurs. Dans un instant, l'info en plus. Après la neige, la tempête Goretti qui s'abat sur la France avec des rafales à plus de 200 km/h dans la Manche et énormément de dégâts. On va en parler dans quelques instants. Soyez les bienvenus. Et ce numéro de téléphone 0826 300 300. Si toutefois vous voulez témoigner, vous êtes absolument les bienvenus. On vous attend au standard. Et c'est Jérémy qui est là avec nous aujourd'hui. Sud Radio, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et avec René Chiche aujourd'hui, Philippe Bilger et Philippe David bien entendu, et vous au 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 19h. C'est vendredi, c'est détendu, vous avez vu, on se sent un peu plus moins ténu, un peu moins tenu aujourd'hui. Le vendredi c'est toujours pareil, on rigole un peu plus de rien, c'est bêtement. Mais on parle de sujets sanitaires, les deltoïdes, on parle italien, Goretti et Brio. C'est vrai. Vous savez la blague qu'a fait notre ami Eric Revel? Non. Goretti, ça veut dire petit cochon en italien. J'ai trouvé ça très drôle. Super. Vous avez bien fait de parler, Philippe. Je trouve pas ça très drôle, moi. Oui, mais vous n'avez pas l'esprit d'Eric Revel. Voilà, c'est ce qu'on appelle un bide. Mais vous avez l'habitude. Allez, tout de suite. Ça vient de lui, on trouve que c'est drôle. Allez, l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et avec un petit peu de sérieux, puisqu'on pense bien entendu à toutes ces familles, 320 foyers restés privés d'électricité aujourd'hui. Après la neige, la tempête Goretti s'abat sur la France avec des rafales à plus de 200 km/h dans la Manche. Alexis est avec nous. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Vous habitez Gordeville, c'est ça, hein, Goderville, pardon. Et on voulait vous faire écouter quelque chose. Écoutez. Mais Maxime. Excusez-moi, j'ai la direction qui parle en même temps, alors c'est pas évident, vous savez. Merci beaucoup. Alexis. Moi j'aime bien fêter les anniversaires de nos auditeurs. Voilà. Vous avez quel âge, Alexis? J'ai 27 ans du coup aujourd'hui. Ça m'énerve, les gens qui ont 27 ans, je vous le dis, ça m'énerve. C'est pas possible. Vous êtes encore jeune, c'est dans la tête. Voilà ce que je voulais entendre. Il a raison. Alexis, vous habitez donc dans cette jolie commune de Goderville, et aujourd'hui, où en sommes-nous? Est-ce que vous êtes encore soumis aux intempéries? Comment ça se passe? Alors là, ça souffle encore pas mal. On est encore coupé d'électricité. Alors je tiens à m'excuser tout de suite si jamais ça coupe, parce qu'on a encore des grosses coupures de réseau au niveau du téléphone. D'accord. Oui. Donc on a plus d'électricité depuis hier soir vers 23h minuit.
On nous a fortement déconseillé aussi de boire l'eau du robinet parce que ça peut être altéré parce qu'on a eu aussi des grosses pluies. Donc ce soir j'ai la chance d'avoir des amis qui nous hébergent, mais même chez eux ce soir avec le vent, c'est une commune pas trop loin, on continue quand même à avoir des petites coupures d'électricité à droite à gauche sur leur commune, mais sur Goderville c'est blackout total et pas mal de communes aux alentours c'est blackout aussi. On a retrouvé l'eau que vers 14h au travail. Au boulot, ça va qu'on a des générateurs, du coup on a pu quand même travailler un petit peu. Mais ce soir, malheureusement, on fera pas la fête à la maison parce qu'il n'y a pas d'électricité. Et pas de blessés, rien du tout pour l'instant, pas de problème? Heureusement, non, pas de blessés. De ce que j'ai pu voir aussi, pas de blessés à déplorer du côté de chez nous. De gros dégâts un peu plus loin du côté de Fécamp. Parce que c'est vraiment en bord de mer, il y a eu des grosses vagues de submersion qui ont tapé et malheureusement il y a des maisons au front de mer où les portes ont complètement été arrachées parce que du coup la houle a envoyé des galets et la houle a carrément ouvert les portes et la flotte, l'eau est rentrée dans les maisons, s'est engouffrée. Ce matin quand même pas mal d'arbres sur les routes qui ont vite été dégagés quand même. Je suis passé à 7h sur les routes, les agents des voies, les agents de la route ont bien fait leur travail parce qu'à 9h il n'y avait plus rien, tout était dégagé, ça roulait pas mal. Mais ça souffle encore beaucoup et de toute la famille, tous les copains qui habitent dans le coin, il y a quand même encore beaucoup de monde qui n'ont pas d'électricité ce soir, quoi. Alors il y a pas que la Normandie, il y a aussi la Bretagne, la Picardie, l'Île-de-France et la Manche a pris aussi. Et la Manche surtout, surtout d'ailleurs on remercie en tout cas tous la FIR, tous les membres d'Enedis qui ont déjà réalimenté 60 000 clients sur les 380 000 initialement dans le noir depuis hier. Les rafales étaient à plus de 200 km/h. Ça doit être terrifiant à voir ce type de rafale, non? C'est assez impressionnant, surtout quand on habite dans une vieille maison et une vieille charpente et que la charpente se met à craquer de partout. Même si je suis charpentier, je peux vous jurer que là, je me suis dit, il y a un moment, ça va lâcher. Mais vous n'avez pas eu de dégâts de tuiles, tout ça? Tout est resté? Non, il y a quand même eu mon voisin, pourtant on avait essayé de mettre des sangles au-dessus de son garage. Malheureusement, il y a une tôle qui elle s'est pas envolée, elle s'est juste pliée. Donc ça va, c'est pas trop parti. Malheureusement, comme d'habitude, des arbres, des poubelles au milieu de la route qui viennent un peu taper sur les voitures, donc un peu de carrosserie. Des voitures dans la petite ruelle là où j'habite, il y avait quand même plusieurs tuiles qui avaient tapé sur des pare-brises. Donc ça fait quand même des dégâts. Ouais. Mais on n'a pas peur véritablement. Un peu, j'imagine quand même, non? On a peur. C'est pas vraiment effrayant au point de trembler. On sait que c'est les conséquences qui font peur en fait, c'est ça. C'est ça. C'est que des tempêtes on en a déjà eu. C'est pas non plus, c'est pas un orage, c'est pas un cyclone comme il peut y avoir dans certaines régions du monde. C'est une tempête, c'est très impressionnant, surtout quand on sort un petit peu. Hier soir, j'étais un peu paniqué, je me suis dit, je vais quand même aller voir le cabanon de jardin, si ça vole pas. Je suis sorti un petit peu, j'ai juste ouvert la fenêtre et là, en fait, l'air s'engouffre, on a même du mal à refermer la fenêtre, tellement c'est puissant, quoi. Ah ouais. Ça c'est déjà arrivé, c'est la première fois que vous voyez ça? On avait déjà eu un gros coup de vent il y a 2 ans. D'accord. Et c'était impressionnant. Vous trouvez que le climat change? Le climat change. Ça fait bizarre, c'est que lundi on était sous la neige et qu'aujourd'hui on prend une tempête. Oui, effectivement, ça fait peur, quoi. On se dit le temps change du tout au tout. Donc oui, c'est assez perturbant. Ouais. Il y a une solidarité dans une commune qui est frappée comme ça. Est-ce que oui, on est obligé, bien sûr. Hier soir, mon voisin, par exemple, que je vous ai dit, on a été mettre une sangle sur son garage parce que lui, il avait pas de sangle. Il est venu me voir. Est-ce que tu as une sangle, machin? Est-ce qu'on peut faire ça? Après, malheureusement, on peut pas dépanner d'électricité ni d'eau parce que on n'en avait pas. Mais bien sûr, ce matin, on est arrivé au boulot. Est-ce que toi, ça va, machin? Est-ce que tu as besoin d'un coup de main? J'avais un collègue qui avait roulé sur un silex. Tiens, on va aller voir. Tous les gens sont très solidaires quand c'est comme ça. Je pense que dans ces situations-là, de toute façon, il faut.
C'est ça qui est sympa, en tout cas dans les communes. C'est. Oui, non, je voudrais juste apporter un peu de gaieté à notre auditeur qui s'appelle comment ? Alexis. Bon, donc c'est l'anniversaire. Voilà, Alexis, je suppose que votre soirée disco qui était prévue ce soir, à laquelle nous étions tous invités, est annulée. Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On laissera les bougies allumées, on les soufflera pas, comme ça on aura un peu de lumière. Ah bah très bien. Voilà, c'est bien, très bien. Exactement. Et qu'est-ce que vous allez avoir comme cadeau ? On sait ou pas ? Je sais pas encore. Je pense que ma femme s'en est occupée, qu'elle va me faire une belle surprise. Étant grand fanat de voitures, je pense que j'ai déjà un petit peu cramé ce que c'était, mais je m'avance pas trop. Ah bah c'est nous qui vous laissez sur la fin, là, parce que pour le coup. Si c'est une Ferrari neuve, on vient l'essayer. Non, je pense pas qu'elle ait été jusqu'à là, mais bon, déjà c'était un petit stage de pilotage dans une Ferrari, déjà. C'est pas mal, c'est pas mal. Elles sont douées, ces épouses, pour faire plaisir à leur gentil mari. En tout cas, Alexis, on vous souhaite malgré tout ça un très bel anniversaire. Bon anniversaire. Et on a été ravis de vous avoir en ligne avec nous au 0826 300 300. Vous nous renverrez un petit message pour savoir si c'était bien ça, ou si elle vous a offert une paire de gants Mappa, par exemple. Pour piloter Pour piloter la cuisine. Un poster de Philippe David. Voilà, et pire. Je vous en prie, je vaux moins cher qu'une paire de gants Mappa, c'est ça sympa. Ça rentre pas dans la photo. Alexis, on vous embrasse très fort et merci encore, belle année à vous. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le coup de gueule de Philippe David. Il y a un grand patron, je dirais pas qu'il a mis son grain de sel, mais plutôt du safran dans la paix, là. Et je lui dis bravo. Pas mal. Et on en parle dans un instant, on fait une petite pause. En tout cas, merci de votre fidélité. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et jusqu'à 19h, Philippe Bilger est avec nous, avec René Chiche, rédacteur en chef adjoint du site idbooks.com, le site d'information culturelle. Je crois que j'ai le dire, vous allez dire bravo. Qui existe depuis 15 ans. Oui. Qui est un pur player. Oui. Et qui marche bien. Ouais. Et donc c'est ma nouvelle aventure. Encore mieux depuis que vous y êtes. Là maintenant c'est extraordinaire. Là c'est l'explosion là. Alors là. C'est fou. C'est exactement comme Philippe David. Dès qu'il parle, c'est l'explosion. Regardez, écoutez. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe dans le 15e arrondissement de Paris. Pourquoi le 15e arrondissement de Paris ? Parce que c'est là que se trouve le siège de Safran, l'équipementier aéronautique, et que les propos tenus par le directeur général de l'entreprise, Olivier Andriès, lors de ses vœux hier, m'ont semblé tellement pertinents que j'ai décidé d'en faire mon coup de gueule en espérant qu'il ne me demandera pas de droit d'auteur. 3 propos m'ont en effet paru si vrais qu'il est impératif de les citer. Parmi eux, une formule détournée de Nicolas Sarkozy pour parler de la politique budgétaire et fiscale de la France, c'est taxer plus pour travailler moins. Une phrase qui est aussi simple que vraie. Nos députés l'ont prouvé depuis le début de l'étude du budget, ils n'ont qu'un objectif, taxer encore et toujours plus, dans le pays le plus taxé au monde, dans lequel la dépense publique représente 57% du PIB. Mais pas question de toucher aux dépenses, la dépense publique étant à nos politiques, ce que les textes sacrés sont aux membres des différents clergés. Seconde phrase choc est tout aussi vraie. Les parlementaires ont perdu la boussole. Une phrase dont on ne peut pas dire qu'elle soit corporate venant du patron d'une entreprise aéronautique, puisque dans les avions, la boussole s'appelle compas. Mais ils n'ont pas perdu que la boussole, mais aussi les pédales, la raison, la boule, la tête et même tout le reste. Le pays est au bord de la faillite. Pas grave, on va revenir sur la réforme des retraites, ce qui va coûter un pognon de dingue, pour citer Emmanuel Macron. Et on créera de nouveaux impôts, histoire d'essayer d'approcher les 60% du PIB en dépenses publiques. Le drame de la situation actuelle est qu'on a le pire de la 4e République, l'instabilité avec les institutions de la 5e. Mais sous la 4e, on avait un personnel politique de très haut niveau, c'est-à-dire tout le contraire d'aujourd'hui. 3e phrase choc, ce n'est pas comme ça que le pays va s'en sortir. Nous sommes bien d'accord, on se plante depuis 40 ans avec les mêmes recettes qui ne marchent pas, mais si en sport on ne change pas une équipe qui gagne, en France, on ne change pas une équipe qui échoue lamentablement. Pauvre France. Vous êtes à nouveau dans votre registre préféré.
une sinistrose complète et globale qui s'appuie sur les propos d'un homme ô combien intelligent. Ah oui, ça je et confirme. d'ailleurs, vous aurez noté que l'obsession du gouvernement est de faire en sorte que la version du Sénat qui était plus acceptable pour le budget soit rabotée par les députés. Donc vous avez raison, en gros, voilà un homme qui parle vrai. Ah bah il a raison. J'aurais pu faire un coup de cœur pour lui, mais je fais un coup de gueule sur les choses qu'il dit, mais ça peut être un coup de cœur pour lui aussi. Hein. Vous manquez de cœur parfois. Mais Olivier Andriès s'exprimait par rapport à une taxe sur... non, par rapport à la situation globale. Ah, ouais, d'accord, ok. Oui, ok, oui, ou pourquoi pas, mais en même temps, Olivier Andriès, il est quand même assez friand des déclarations un peu spectaculaires. Hein. Mais non, mais il dit juste une vérité. Oui, d'une vérité, oui, mais enfin, c'est un chef d'entreprise qui devrait, à mon avis, se cantonné à son rôle. D'ailleurs, c'est un brillant chef d'entreprise, parce que Safran, c'est un joyau. C'est un joyau, oui. Voilà. Et le fait, que, par exemple, Safran soit éventuellement taxé un peu plus l'an prochain, au nom, pour des raisons budgétaires, parce que la France est dans une situation effectivement très difficile budgétairement. Moi, ça ne me choque pas, vous voyez. Moi, ça me choque. Non, ça me choque pas. Moi, ça me Je vais vous choque. dire pourquoi ça me choque pas. Parce que d'abord, Safran a réalisé un chiffre d'affaires d'à peu près 25 milliards d'euros et un résultat net d'environ 3 milliards, je crois, net en 2024. Donc le fait que les grandes entreprises qui sont aussi brillantes et qui réussissent tellement, et c'est bien pour la France, c'est remarquable. D'ailleurs, ils vont même augmenter leur chiffre d'affaires. Et ils font même des usines en France alors qu'ils sont insultés. Mais bien sûr, bien sûr. Non, mais je veux dire, vous voyez, il a réagi un petit peu avec un corporatisme de grands patrons qui m'énerve un peu actuellement, parce que quand on voit que la majorité des Français vraiment ont de graves problèmes financiers. Le fait que Safran et que lui, qui gagne quand même 2,5 millions d'euros par an, sans compter les... Et quel rapport ? Non, je veux dire, le bonus, les primes, les actions. Bien, le fait qu'une grande entreprise comme Safran soit un peu plus taxée, je trouve que c'est bien au niveau de l'implication citoyenne d'une société. Ça ne veut pas dire que Safran va être réduite à néant. Ça ne veut pas dire qu'on est dans un régime collectiviste. Ça veut dire que parfois, lorsque les... 40 secondes. 40 secondes. Parfois, je laisse parler. Mais je vous arrête, parce que le pognon que vous allez prendre à Safran ou à qui vous voulez, il va servir à quoi ? À avoir un déficit un peu moins énorme que d'habitude, parce qu'on est dirigé par des pimpins qui ne savent pas gérer depuis 50 ans. Voilà la vérité. C'est ça la vérité. Donc, taxer les gens pour qu'il y ait un peu moins de déficit, non, il y a un mot à mettre dans le vocabulaire. Afuera. Voilà ce qu'il faut faire en France. On est en France, monsieur. Oui. Il est bon quand il a un problème de deltoïde. Hein. Oui, mais surtout, il est toujours très nuancé. C'est parce qu'on lui dit. J'aime le titiller. Cécile, j'ai mal au mollet. Il nous reste 1 heure. J'espère qu'on échappera à certaines parties. Lesquelles ? Non. Bon, en tout cas, celles qui sont visibles, en tout cas, si possible. Allez, la question du soir, dans quelques instants, on va revenir sur ces nombreuses entreprises qui se sont retrouvées dans le viseur de cybercriminels. Avec cette question, Philippe, la France est-elle désarmée face aux hackers ? Et le moins qu'on puisse dire, et que vous pensez que oui, puisque c'est à 96%, moi je pense qu'on est désarmé, mais qu'il faut un arsenal répressif beaucoup plus dur. Le téléphone, le 0826 300 300. Et dans quelques minutes, à 18h, aux alentours de 18h20, on fera un point sur les mobilisations encore des agriculteurs. Si vous voulez bien entendu réagir, vous êtes les bienvenus. Vous savez que nous, on donne énormément la parole aux agriculteurs depuis des mois et des mois et des mois. Donc ce numéro est pour vous, 0826 300 300 vous attend au standard. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Qu'est-ce qu'il y a ici ? J'attendais que vous disiez bien entendu. Bien J'aime entendu. bien quand vous dites bien entendu, ça me procure une sorte de jouissance mentale. Ça laisse penser que tout le monde est légitime. Ça m'embête bien. On le saura à la fin de l'émission si tout le monde est légitime. Et je m'inclus dedans, hein, bien sûr. J'ai encore mal quelque part, je peux vous dire où. Bon, je vous le dirai pas. Non mais Philippe David, je suis pas médecin, je suis pas kiné, je suis pas... Ah si, tout à l'heure vous m'avez tripoté le deltoïde et ça m'a fait du bien. Je vous ai enfoncé mes doigts. Il n'y a aucune raison qu'il soit le seul à être massé. Non mais Et je suis pas un salon de massage, les amis. Détendez-vous. C'est dingue. Moi, j'ai réagi, C'est plus que
Ah, les papis moujots autour de cette Quand table. on voit les effets sur Philippe David de vos mains. On dirait les deux marionnettes du Muppet Show. C'est exactement ça. Et je peux vous assurer que ça fait flipper, hein, ça fait peur. Allez, tout de suite la question du soir. Les grands criminels ont migré massivement, précisément, sur ces messageries cryptées. Aujourd'hui, les écoutes de grand-papa, c'est terminé. Est-ce qu'on veut ou non donner des outils quand on lutte contre le terrorisme? Moi, je vais vous dire, hein, c'est la première fois que je le dis, nous aurions pu déjouer des attaques mortelles, terroristes, si nous avions pu avoir accès à ce genre de technique. Je n'en dirai pas plus. Et derrière de nombreuses entreprises françaises qui se sont retrouvées dans le viseur des cybercriminels, des attaques qui ciblent directement les données personnelles des utilisateurs. Est-ce que la France, Philippe, est-elle désarmée face aux hackers? Qu'en pensent nos auditeurs? Eh bien, ils disent oui à 96%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. C'est vrai qu'entre France Travail, entre le ministère de l'Intérieur, entre le Colissimo, en tout cas la Poste, et puis j'en passe, parce que la liste est très très longue, on se demande si nos données aujourd'hui nous appartiennent encore, Philippe David. Vous avez raison, Cécile, et là, je vais donner une impression qui résulte de ce qui se passe depuis plusieurs mois. J'ai l'impression qu'on va pouvoir... Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais à une bêtise. Renforcer la législation contre les hackers et contre ceux qui pratiquent frauduleusement ce que Sud Radio dénonce. Ouais. Mais en même temps, je me dis qu'on trouvera toujours des petits génies ou des malfaisants qui parviendront sans cesse à s'introduire tout de même dans les systèmes les mieux protégés. Et donc je me dis, est-ce que ça n'est pas un combat nécessairement inégal que la logique correcte et emplie de rectitude mènera contre des petits malfaisants dont le génie leur permettra sans arrêt de créer le désastre. Alors ce ne sont pas des petits malfaisants, puisque aujourd'hui ce sont presque des entreprises qui travaillent 24 heures sur 24 et qui ne font ça que toute la journée. Donc là, et puis il y en a beaucoup qui ne sont pas français, hein. Ça vient beaucoup de pays étrangers. Mais vous avez raison. Fabien est avec nous au 0826 300 300. Fabien de Nantes. Bonsoir Fabien. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Bonjour à tous. Bienvenue. Sur Sud Radio. Ce que je disais finalement, de dire que c'est presque des entreprises à charge, en tout cas d'aller pénétrer en fait les grands groupes, d'aller pénétrer tout ce qui peut leur apporter de l'argent, tout ce qui peut être revendu sur le darknet, etc. C'est ça. C'est les cyberattaques, c'est vrai que ça explose dans le monde. On le voit partout. Il y en a tous les jours. Et c'est vrai qu'en France, on a vraiment l'impression qu'on est vraiment vulnérable, quoi. Comme vous le disiez, il y a eu la Poste, il y a eu Free Mobile, il y a eu comme ministère, il y a eu Pôle Emploi de mémoire. Il y a eu vraiment beaucoup d'attaques. Et on a vraiment l'impression de se dire, mais la France, on est un pays tellement vulnérable. Les hôpitaux où il y a que des ransomware, où ils réclament des sommes d'argent astronomiques, c'est le système public. On est vraiment rendu à s'interroger, est-ce que c'est vraiment une priorité nationale que de se protéger contre ces cyberattaques? Ça devient inquiétant. Oui, surtout que nous ne sommes pas vraiment souverains sur le cloud, sur tout ça. Donc ça pose un problème. Le jour où ceux qui détiennent, en tout cas, vont couper le robinet, et nous quid de la France fait, et les pays européens. C'est ça. Oui, c'est malheureux, surtout qu'on a beaucoup d'hébergeurs en France. On va prendre l'exemple d'OVH qui est basé dans le nord de la France. C'est un des plus gros hébergeurs mondiaux, et malgré ça, on arrive à être vulnérable, à avoir des piratages de tous les côtés. C'est quand même malheureux. En fait, ce sont des millions d'attaques tous les jours. Tous les jours, il y a une attaque toutes les 11 secondes. Hein. C'est important. Pardon. Alors moi, à l'époque où je travaillais pour Entreprendre, ça tombe bien qu'on parle dessus, on avait fait un sujet sur ça, les données numériques, la sécurité. Et on avait interrogé un responsable d'une association de sécurisation numérique. Alors excusez-moi, je vais aller un petit peu à contresens, parce que la France, finalement, n'est pas si mal armé que ça. Non, c'est vrai. Non, franchement, c'est vrai. La France est même peut-être le pays européen le mieux armé pour contrer les attaques numériques. Les États-Unis sont un peu devant, certes, mais c'est vrai. Le problème, c'est que vous savez, quand il y a tant d'attaques comme ça, les Français, je parle de nous, les citoyens, on a l'impression que l'État
est incapable de nous protéger. Parce qu'à force de déstabiliser la vie quotidienne des Français avec des attaques contre la Poste, contre les Français ont l'impression, effectivement, qu'on ne peut pas être protégé numériquement. Par exemple, vous savez, par exemple, il y a un système qui est extrêmement bien protégé, quoi qu'on dise, c'est le système bancaire en France. Il y a très très peu de problèmes bancaires en France. C'est vrai, hein. Parce que c'est un secteur qui est extrêmement bien réglementé, etc. au niveau numérique. Il y a d'autres secteurs, effectivement, qui sont peut-être moins protégés, mais moi je pense, on a quand même l'ANSSI qui fait quand même un travail pas mal, l'Agence nationale, voilà. Et finalement, c'est ce que m'avait dit ce responsable de sécurité. La France, quoi qu'on dise, n'est pas si mal armée. Maintenant, effectivement, il y a de plus en plus d'attaques, il y en aura de plus en plus, ça c'est sûr. Ce qui fait peur, c'est qu'il n'y a qu'une attaque sur toutes les 11 secondes, il y en a d'office certaines qui vont marcher. Quand on pense ce qui s'est passé à la Fédération française de tir, où des gens ont été séquestrés, tabassés, on leur a pris leurs armes, etc. Ça fait quand même ça fait quand même très peur, on peut le dire. Fabien veut parler, pardon. Fabien, vous écoute. Oui, pardon. Comme vous disiez, pour la Fédération de tir, c'est vrai que c'est super inquiétant. Moi, j'ai été piraté. Enfin, j'ai fait partie des victimes piratées par le piratage de chez Free. J'apprends que mes coordonnées personnelles ont fuité, que mon IBAN a fuité. Ça reste inquiétant quand même, quoi. Jusque-là, j'ai pas eu pas d'usurpation, rien du tout. Mais demain, je suis pas à l'abri de me rendre compte que j'ai 15 crédits à mon nom et que j'ai 10 PV. Je rappelle quand même que sur le Darknet, on peut acheter des cartes de crédit qui appartiennent à des gens pour 5 €. On peut acheter des passeports, on peut acheter tout un tas de choses. On peut acheter votre vie, puisqu'on peut vous prendre votre identité pour 100 €, quoi. Donc c'est vraiment un souci. Oui, complètement. C'est inquiétant. On a peur de perdre le contrôle de nos propres données. On pense donner nos données à des entreprises qui sont censées les sécuriser, puis finalement on se rend compte que c'est divulgué partout. C'est une question. Vous avez l'air d'être un auditeur très compétent dans ce domaine. Est-ce qu'on a la possibilité de se protéger absolument de toutes les atteintes, ou est-ce que c'est une tâche impossible? C'est impossible. C'est compliqué. Je pense que au-delà de la technique, se protéger parfaitement, je pense que c'est pas possible. Non. Parce que vous parliez de l'agence du numérique des forces de sécurité intérieure dont il parlait, qui sont extrêmement armées, updatées tout le temps, et pourtant on a quand même réussi ils ont quand même réussi à faire pénétrer le ministère de l'Intérieur par un autre ministère. Le problème, ce sont aussi les PME qui ne sont pas du tout sécurisées en matière d'innovation et de technologie, et qui sont des sous-traitants de grands groupes, et c'est par là ce qu'on appelle l'attaque de rebond, c'est-à-dire qu'ils attaquent des petites entreprises, ils rentrent dans ces entreprises qui, elles, ont accès, puisque ce sont des sous-traitants de grands groupes, et ça attaque les grands groupes. D'accord. C'est souvent comme ça. Et puis la question qu'il faut se poser, je pense, c'est l'arsenal judiciaire. Est-ce qu'il est au niveau? Parce qu'il y a 30 ans, les cyberattaques, ça n'existait pas. Qu'est-ce que vous voulez judiciariser quand ça vient de l'étranger Parfois, on peut faire des opérations aussi contre ceux à l'étranger. Il faut. C'est difficile quand même. C'est plus difficile, mais souvent des commandes. Excusez-moi, mais là, c'était à Aubervilliers. L'exemple dont on parle. Oui. Après, il y en a, bien sûr qu'il y en a. En tout cas, Fabien, merci d'avoir accepté d'avoir été notre bel auditeur de ce moment. 0826 300 300. Si vous voulez faire comme Fabien, vous êtes bien entendu les bienvenus. Et ce même numéro de téléphone, puisque dans un instant, on va faire un point avec François Libourneau sur les agriculteurs qui continuent à se mobiliser un petit peu partout en France. On en parle dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et avec René Chiche, avec Philippe Bilger, avec Philippe David, avec vous, 0826 300 300. On a voulu, bien entendu, vous savez qu'on a donné énormément la parole aux agriculteurs, qu'on les soutient et on les soutiendra jusqu'au bout et même bien après. Et on voulait faire un point sur ces agriculteurs qui continuent de se mobiliser partout en France. Avec vous, François-Louis Bourneau. On vous entend pas. Allez-y. Absolument, Cécile le disait, on n'oublie pas nos agriculteurs, puisque le mouvement reprend de l'ampleur ce vendredi autour de Paris, même en région, pour protester contre le protocole de la dermatose bovine, mais aussi la signature imminente de l'accord sur le Mercosur. Un ouvrier agricole d'ailleurs de 57 ans est malheureusement décédé d'une crise cardiaque dans la nuit de jeudi à vendredi, alors qu'il était venu soutenir les agriculteurs sur Lyon à l'appel de la coordination rurale. Et qui est avec nous d'ailleurs, Vincent Collineau est avec nous, coprésident de la coordination rurale du département de la Gironde. Bonsoir Vincent, merci d'être là ce soir. On voulait faire un petit point avec vous sur les blocages. Mais bonsoir à tous. Bonsoir. Alors les blocages en Gironde depuis mercredi soir, le site de Bassens, zone portuaire du pétrole, donc est bloqué.
Il n'y a plus de citernes qui sortent du port. Et le bec d'Ambès a été bloqué ce matin pour les derniers petits terminaux pétroliers. Donc aujourd'hui, il n'y a pas eu de pétrole qui est sorti du bec d'Ambès. On fait un point, restez avec nous hein, Vincent Collignon, on fait un point sur le restant des blocages. La circulation est très perturbée, Cécile, en plusieurs points sur le réseau Vinci Autoroute. Je parle par exemple de l'A63 qui est toujours bloquée à Bayonne. Une trentaine de tracteurs sont sur la rocade au niveau de Mont-de-Marsan. Et puis en quelques heures, il faut savoir que les actions se sont multipliées sur l'A61, l'A11, l'A9 et bien sûr d'autres axes majeurs, entraînant des fermetures mais aussi des déviations pour les automobilistes. Et c'est une information qui vient de tomber. Le traité de libre-échange avec le Mercosur sera signé le 17 janvier prochain, c'est-à-dire samedi de la semaine prochaine. C'est tombé à l'instant puisqu'il y a eu la majorité qualifiée pour accepter le Mercosur au niveau de l'Europe. Votre réaction, Vincent Collignon? La réaction... voilà, une fois de plus, on voit que nos politiques font pas grand-chose, quoi. En tout cas, ils n'ont pas été à la hauteur des attentes des agriculteurs, ça c'est certain. Ça fait 30 ans qu'ils ne sont pas à la hauteur. Donc là, il faudrait peut-être qu'ils se rappellent que la France, elle était rurale et que ça fait 30 ans qu'on la délaisse, la ruralité. Il n'y a pas que l'agriculture, c'est la ruralité en général qui est délaissée. Et là, il faudrait peut-être qu'ils se remettent en question sur ces sujets-là. Et puis le problème que l'on a aussi, c'est que l'on a des fonctionnaires qui ne sont plus fonctionnaires. Ils sont idéologiquement orientés et voilà, ils suivent leurs idéologies et pas faire fonctionner l'outil de l'État, quoi. Quel est le moral aujourd'hui? Est-ce que c'est encore l'envie de se battre quoi qu'il arrive, ou on sent quand même que ça pèse? Ah ben ça pèse, c'est forcément, ça pèse, on est fatigué, mais par contre on peut pas lâcher comme ça, on peut pas lâcher. Combatif. Ben voilà, la DNC continue à battre les troupeaux, c'est la folie, donc je sais pas, il doit y avoir quelque chose qui doit sortir là, mais je suis pas au courant de ce qu'a dit le ministre sur la DNC là. Eh ben justement, Philippe, pardon, on fait un point avec François Louis. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, est en train de prendre la parole ce vendredi. Elle va notamment faire des annonces importantes aux agriculteurs. Et puis il y a Ursula von der Leyen qui a déclaré qu'elle a hâte de signer un accord historique, en parlant du Mercosur bien sûr. Tu m'étonnes, Philippe Bilger. Monsieur Collignon, que pensez-vous du fait que le président de la République a indiqué qu'il ne signerait pas le Mercosur? Est-ce que, à votre avis, c'est une conviction purement tactique, mais que ça n'a plus la moindre importance, ou est-ce que vous lui savez gré de ce refus symbolique? C'est un calcul politique pour ne pas perdre trop la face. Voilà. Il sait que de toute façon, il y a quasiment plus que la France qui va s'opposer à ce traité, que le traité va être ratifié. Et il y a l'Irlande, la Pologne, l'Autriche et la Hongrie également, mais ça pèse pas grand-chose à part la Pologne. Pas de minorité de blocage. Est-ce que, monsieur, vous n'espérez peut-être pas quand même, c'est un petit espoir, que le Parlement européen, c'est encore une possibilité, ne ratifie pas ce traité? Est-ce que vous y croyez un peu quand même? Ça entretient un peu d'espoir. Mais après, le Mercosur, quoi qu'il en soit, qu'il y soit ou qu'il y soit pas, il faut nous libérer, il faut qu'on puisse se battre. Parce que là, pour le moment, on monte sur le ring, on a des menottes aux pieds et aux chevilles. Donc on ne peut pas se battre. Et l'après, c'est quoi? Sur quoi on peut se battre? Il y a énormément de choses. Il y a l'accès, déjà l'accès aux produits, l'accès à une fiscalité plus juste, l'accès à l'eau. Enfin, déjà que les fonctionnaires travaillent en faveur des agriculteurs au lieu de les entraver. Il y a énormément de choses. Oui, parce que maintenant il y aura des éléments de négociation. Il faudra qu'il y ait des éléments de négociation avec les agriculteurs. Ah oui. C'est indispensable. On ne peut pas continuer comme ça. Mais est-ce que vous pensez que d'ici samedi de la semaine prochaine, il reste que 8 jours, 8 jours c'est extrêmement court, il va y avoir une levée de boucliers, notamment pas seulement chez les agriculteurs mais auprès des Français, qui pourrait peut-être pousser la France à aller plus loin, voire même au clash avec l'Europe? Alors là, j'y crois pas. Le pouvoir, les politiques et le courage politique, ça fait longtemps que ça fait deux.
Mais est-ce que vous comprenez que le Mercosur, tout de même, de la part de certains, apparaît comme une chance? Ou est-ce que vous ne raisonnez qu'en termes d'agriculture française? Mais il faut savoir d'où on vient. La France s'est construite sur l'industrie, peut-être, mais avant de se construire sur l'industrie, il y avait un ministre de Henri IV qui disait labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Oui. Bon. Sully. Donc, à un moment donné, je pense que l'agriculture française, avec le savoir-faire, avec la qualité des produits, enfin, on a un rayonnement pour la gastronomie française, elle s'est connue dans le monde entier. Je pense que pour notre identité culturelle, on doit la tenir aussi. On doit garder ces produits, on doit garder ces terroirs. On doit garder et ses savoir-faire. La France rurale, quoi. Absolument. La FNSEA a dénoncé une trahison de la souveraineté agricole européenne. Non. La FNSEA, c'est Monsieur Rousseau. Là, je suis à Bassens. En face de moi, j'ai le bâtiment du groupe Avril. C'est Monsieur Rousseau aussi. Monsieur Rousseau, son concurrent premier, c'est Cargill au Brésil. Lui, il attend que le Mercosur pour aller dézinguer Cargill. Excusez-moi, vous êtes éleveur de bovins, oui. Bovins, ovins. Très bien. Bovins et ovins. Voilà. Non, juste, est-ce que vous discutez parfois avec des viticulteurs ou des producteurs laitiers qui, eux, approuvent le Mercosur? Alors, je suis viticulteur aussi. Ah, d'accord. Donc, vendre du vin à l'Amérique du Sud, qui fait des vins à bas prix, qui n'a pas forcément une capacité d'acheter énormément de volume de vin bien rémunéré. Donc il n'y a qu'une partie de champagne en gros qui va pour y aller. Mais bon, ceux qui ont du pognon, que ce soit à 10 ou à 15 ou à 20, ils achèteront. Et pour le lait, j'ai quand même des gros doutes qu'on exporte du lait là-bas longtemps. Et puis n'oublions pas une chose qui est très courte, c'est que quand on a signé le CETA avec le Canada, les salaires au Canada c'est très élevé, mais avec un SMIC au Brésil à 220 ou 240 euros par an, je doute qu'ils achètent beaucoup de fromage à 20 euros le kilo, ou de bouteilles de vin à 20 ou 25 euros, soit dit en passant, mais je peux me tromper. Exactement. En tout cas, merci beaucoup Vincent Collineau. Vous savez comment on vous soutient, co-président de la coordination rurale et du département de la Gironde. Hier, on avait la coordination rurale partout dans le studio, Philippe David. On avait des agriculteurs partout. On s'en est bien occupé. Je peux vous assurer qu'ils étaient contents quand ils sont partis. On avait un viticulteur qui s'est bien occupé de nous aussi. Je n'en dis pas plus. On voit le résultat. Je vous en prie. Ouais, vous êtes bancal aujourd'hui, donc je vous le dis tout de suite. Et bancal. Vincent, en tout cas. Voilà, exactement. Et ben, il la soutient bien la foulière, je peux vous assurer, Philippe David. Et même tout seul, c'est ça qui est compliqué. Moi, je peux faire plaisir à Vincent Collineau, du bovin, de l'ovin, du vin, de tout ce que vous voulez. Tout ce qui finit en vin, c'est ça. Allez, merci beaucoup Vincent et bon courage. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de parler, 0826 300 300. Bien entendu, nous serons avec vous. Allez, on fait une petite pause et on revient dans un instant. Les vraies voix Sud Radio. Très bien, on revient dans un instant. On revient dans un... Non mais les amis, on revient dans un... Sud Radio, la radio du rugby. Salut à tous, c'est François Trio. Sud de Ménibus. Et qu'est-ce qu'on présente? Bien entendu, on présente Philippe Bilger, on présente Philippe David, enfin on les présente plus, René Chiche, on les présente plus non plus. Et on présente quoi? Le qui? C'est qui l'a dit? Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. C'est pas le quiz de l'actu. Il n'y a pas d'auditeur là, c'est ça hein? Non, vous êtes l'auditeur. Sortez et appelez-nous. Là, c'est un duel entre vous et Philippe Bilger. Ah, d'accord. Mais... Allez dans une cabine téléphonique. Allô, bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour. J'ai pas trouvé de cabine. Ah, bon, c'est bizarre. SOS Détresse Amitié, bonsoir. Allez, bonsoir. Rapprochez, monsieur. Rappelez-nous d'une cabine qui fonctionne. Thérèse. J'en ai passé des heures dans les cabines téléphoniques. Ah bah moi aussi. Quand j'étais amoureuse, quand j'étais petite. Ah oui. Ah oui, c'était une belle époque, ça. Moi, je me souviens aussi. Je disais vite, dis-moi bisous, j'ai plus de monnaie. Oh, c'était trop mignon. Mais sérieusement, c'était génial. Et les tatous, ces choses-là. Ah, c'était trop mignon. Bon, on y va parce que là, on est en train de nous dater. Comme dirait Rachida datée.
Ah non, elle est bonne. C'est franchement. Attendez, alors là, il fallait que je la fasse. C'est pas grave. Allez, question, qui c'est qui l'a dit, Philippe? Qui c'est qui l'a dit? Ma propre moralité, mon propre esprit, c'est la seule chose qui peut m'arrêter. Trump. Bonne réponse de oui. Philippe Bilger. Excuse-moi, je suis sûrement. Il est toujours dans sa cabine téléphonique. Promis à René de le faire gagner. Qui c'est qui l'a dit? L'arrogant dirigeant américain sera renversé. Bah nous? Non. Non. Bompard? Non, c'est pas français. C'est pas français. Ah, c'est pas français. On est une gamme au-dessus quand même. Oui. D'accord. Ah oui. Il faut avoir un regard perçant sur l'actualité. Oui. Ah oui, bah c'est Reza Pahlavi. Suprême. Oui, Non, oui, le guide suprême de la révolution. N'importe quoi. Reza Pahlavi. C'était le Tucha qui est mort depuis bientôt 50 ans. Mais c'est pas grave. Non, c'est le fils, ça. Oui, le fils, Reza Pahlavi. Ouais, c'était aussi On va le père. vous updater. Vous allez Qui voir. c'est qui l'a dit? Nous refusons le nouveau colonialisme et le nouvel impérialisme. Et nous refusons la vassalisation et le défaitisme. Ça fait beaucoup de mots compliqués, je trouve. Ah oui? Ça colle bien au Ça personnage. pourrait être idiot, donc ça pourrait être Tondelier. Non. C'est pas du Bompard, ça? Non. Non, Ah non, pas du tout. Ça vole beaucoup plus haut. Non, non. Mélenchon. En termes de pas grade. Macron. Si, mais Emmanuel Macron. Non, mais. Ah mais comme il disait, refuser et Non, mais qu'on l'a... Non, mais. Il va me mettre Attention, face à Donald Trump, nous sommes devant un choix de destin. Ça, c'est un intello qui veut rien dire, donc ça pourrait être... Attention à ce que vous avez dire, parce que Ça le lancement, pourrait il être est un peu Glucksmann, violent. Non. Non. C'est un peu la même tendance que Glucksmann, quand même. Ouais, il aime les scooters. Les scooters, bah bien... C'est Hollande. Voilà, bonne réponse de René Chiche. C'est ça. Bravo, René. Bah écoute, on fait Et ce qu'on voilà, et la petite phrase du jour qu'on va vous demander de commenter, puisque c'était ce matin au micro de Maxime Liédo. Nicolas Forissier, ministre du Commerce extérieur, a dit, on écoute. Le gouvernement, dans cette affaire, est en défense, fait tout ce qu'il peut pour défendre, comment dire, les agriculteurs français. Ce serait quand même un comble qu'on nous censure parce qu'on défend les agriculteurs français. Enfin, excusez-moi de le dire aussi clairement. Alors déjà, bonne nouvelle, on connaît maintenant le nom de Nicolas Forissier. Et deuxième nouvelle, est-ce que le gouvernement français, au-delà du fait qu'il n'a pas signé le Mercosur, a réellement défendu les agriculteurs français? C'est une interrogation que je formule. Non mais on peut pas approuver ce que dit Forissier là, parce qu'en fait il dit est-ce qu'on peut être censuré parce qu'on n'aurait pas défendu les agriculteurs français? Voilà. C'est ça en gros. Le gouvernement dans cette affaire est en défense, ce serait des comptes que l'on censure. Oui, bien sûr. On peut. Oui, mais c'est... Bah si, oui. il a raison sur le principe. On peut censurer, oui. Bien sûr. On peut censurer. Maintenant, on lui dit que ce serait un comble qu'on les censure parce qu'ils défendent les agriculteurs français. Alors, désolé de le dire. Je sais que pour les politiques, ça va paraître surréaliste, mais faut juger les gens sur leurs résultats dans leur cas de figure. Et dans ce cas de figure, la France n'a pas eu son mot à dire. Alors, ce n'est pas de la faute d'Emmanuel Macron, parce que s'il y a bien il y a deux choses qui ont été fédéralisées au niveau européen, c'est l'agriculture et le commerce extérieur. D'accord? Et on voit, pour ceux qui rêvent de l'Europe fédérale, en sautant comme des cabris, comme disait le général de Gaulle, que demain vous avez une Europe fédérale, y compris sur notre force de frappe nucléaire, nous n'aurions plus rien à dire. Donc je pense que cette histoire, évidemment, Emmanuel Macron pouvait pas faire mieux, mais parce que ses prédécesseurs, et il s'en est toujours satisfait, faut-il le rappeler, puisque c'est un Européen convaincu, ont donné les clés du camion à d'autres. Alors quand vous donnez les clés du camion à d'autres, faut pas s'étonner qu'ils partent avec votre camion. Bon, on peut continuer le qui c'est qui l'a dit. Ah, mais d'accord, je croyais que... Ah oui, moi aussi. Non, mais parce que c'était intéressant. Une parenthèse. Bah oui, c'est une parenthèse enchantée. Bah voilà, continuons, alors c'est à vous, Cécile, la phrase après François Hollande. C'est parce que je trouvais ça intéressant, puisqu'on rebondit sur les agriculteurs. Alors, qui c'est qui l'a dit? On ne peut pas avoir peur des gens que l'on représente. On ne peut pas avoir peur des gens qu'on représente. C'est suite à ce qui s'est passé hier. Et on ne peut pas avoir peur des gens qu'on représente. Un député à l'Assemblée nationale. Enfin, une. Ah, bah c'est Yael Pivet. Mais bonne réponse de René Chiche qui remonte. Oui, ça m'est revenu tout d'un coup, sérieux. Puisqu'elle a été chahutée hier. Elle a dit le contraire de ce qu'elle avait dit. Attention, c'est la dernière possibilité de gagner. Qui l'a dit? C'est une folie gravissime de voir une partie de la droite française s'aligner sur Donald Trump. Copé. Non.
Pas le même bord. Pas le même bord. Olivier Faure. Bonne réponse de René Gilles, qui revenu du diable Vauvert remonte 3 points. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Mais non, c'est pourtant on lui a pas massé. Non, c'est pas possible. Je vous ai laissé espérer, Philippe, un peu, puis voilà. Bon, allez, les amis. On départage pas. Il faut la trouver la phrase. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on départage? Vous allez dire la phrase de Forissier. Normalement, ça vaut double. Excusez-moi, vous avez qu'à parler en même temps. C'est-à-dire que. Ma chère Cécile, j'ai donné la première bonne réponse. Elle vaut double. Ah bah, Où est-ce que vous avez lu ça Bah oui, mais attendez. Non, mais si on considère que la première question était la plus difficile, et c'était le cas, elle vaut 7 points. Alors moi, je vais battre aussi ma règle. Celui qui donne la première bonne réponse me donne 100 €. Merci Philippe Bilger. Et quel rapport? Parce que je fais mes règles comme ça, comme Philippe Bilger. Il dit le première bonne réponse compte double. Et vous dites multiplier par 7. Et moi maintenant je vais passer à la caisse. Ça. Je pense que vous avez bu trop avec les agriculteurs d'hier. Vous allez vous remettre. Oui, on accepte l'égalité. Oui. Allez, on va dans un instant. Thomas Binet, les incontournables de la copropriété. Comment est nommé un syndic de copropriété? Écoutez bien ça, parce que je me souviens quelques réunions de conseil syndical un peu viriles. Et on revient après, bougez pas. Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente